Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission qui donne la parole aux vrais gens, la parole aux citoyens concernés au quotidien par les grands sujets de société qui nous touchent toutes et tous, quel que soit notre âge, notre couleur ou notre origine sociale. Parce que la santé est un droit fondamental qui nous relie, ce soir, nos invités, soignants, étudiants, artistes, bénévoles, partageront leurs expériences et croiseront leurs regards sur l'hôpital public. Chacun avec son prisme, chacun avec sa vérité. L'hôpital public, on y vient pour naître, pour donner la vie, pour guérir, parfois pour dire adieu. C'est le cœur battant de notre bien commun. Mais aujourd'hui, il semble qu'il se fragilise. Selon un sondage Ipsos réalisé pour la Fédération hospitalière de France, 92% des Français considèrent que l'hôpital public est en danger. Alors, et si nous repensions ensemble ce lieu vital ce soir ? Et si nous l'imaginions plus juste, plus humain, plus accessible ? À quoi pourrait ressembler l'hôpital public de demain ? C'est la question qu'on va se poser ensemble ce soir, parce que la démocratie ne s'arrête pas aux urnes, elle se vit, elle se débat, elle se co-construit, et ça commence ici, avec vous. Donc pour commencer cet échange citoyen ce soir, j'accueille autour de la table Anaïs Wilhelm. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Également Mawen Nouri. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Jérôme Malfaisant. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté l'invitation sur ce sujet qui vous concerne. Jérôme, vous êtes infirmier et vous êtes conseiller national au syndicat national des professionnels infirmiers. Mawen, vous êtes comédienne, metteur en scène et vous intervenez régulièrement en milieu hospitalier. Oui, c'est tout à fait exact. Et Anaïs, étudiante en 4e année de médecine. Voilà, exactement. Donc 3 beaux profils qui sont tous complémentaires puisque vous intervenez tous à l'hôpital dans le cadre de votre travail. Qui a envie de commencer peut-être par prendre la parole pour réagir sur ce thème qui vous est proposé ce soir ? L'hôpital public de demain. Moi, ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis professionnel et à peu près la même période que je suis engagé puisque je l'étais également quand j'étais étudiant. J'ai un parcours qui est somme toute assez typique puisque je suis passé par les études de médecine. Fort heureusement, j'en suis sorti parce que ce n'est pas un métier, ce ne sont pas des études faciles, quoique les études infirmières ne le sont pas non plus. Et en fait, cette problématique de l'hôpital public, j'ai envie de dire que moi je l'entends en tout cas depuis que je suis rentré dans le monde de la santé. Et il faut, au-delà de l'hôpital, il faut voir la santé dans sa globalité et qu'effectivement on a besoin aujourd'hui d'une médecine et d'une santé, qu'elle soit hospitalière ou de ville, qui soit plus juste, plus humaine et plus accessible. On le voit aujourd'hui, les carrières médicales et paramédicales ne sont plus forcément des carrières qui attirent. À juste titre, j'ai envie de dire, et là je vais parler maintenant pour ma paroisse, même si au niveau de Parcoursup, la formation infirmière est l'une des formations qui est aujourd'hui une des premières choisies en fait par les bacheliers pour en post-baccalauréat aller vers les études infirmières. On perd énormément de personnes au fur et à mesure des années d'études. Et pour la simple et bonne raison, c'est qu'on idéalise ces métiers. Je pense que vous comme moi et également vous aussi, si vous intervenez à l'hôpital, c'est aussi pour aider l'autre à aller vers l'autre. Et malheureusement, les conditions font qu'aujourd'hui, aller vers l'autre, c'est compliqué étant donné, malheureusement, le cadre qu'on a dans les hôpitaux publics et qu'effectivement, avec le syndicat auquel j'appartiens, on faisait une enquête assez large auprès des professionnels de santé. Et à l'époque, j'avançais déjà, puisque je sortais du syndicalisme étudiant, j'avançais déjà qu'au final, la maltraitance institutionnelle des professionnels qui se voit à tous les niveaux et au niveau de tous les soignants. Quand on voit les jeunes internes, quand on voit les médecins et les heures qu'ils peuvent enchaîner, mais aussi les infirmiers et le rythme de travail qu'il peut y avoir et surtout la pénurie. Ça, c'est un mot, je pense que j'ai toujours entendu depuis le début de ma carrière, depuis le début de mon engagement. La maltraitance institutionnelle qu'il peut y avoir, elle se voit dès l'entrée, en fait, et dès que vous passez les portes de l'IFSI, donc de l'Institut de formation en soins infirmiers. Donc l'hôpital public de demain, oui, c'est impératif, mais j'ai envie de dire, c'est qu'il soit plus juste, plus humain et plus accessible, aussi bien pour les soignants que les patients. Nous n'attendons que ça. J'ai envie de dire, moi demain, j'aimerais ne plus être syndicaliste au final et ne plus avoir de travail dans ce domaine-là.
et ne plus avoir mes confrères et mes consoeurs à défendre au quotidien dans leurs difficultés. Ça vous parle aussi, ce thème de l'hôpital public de demain, plus juste, plus humain, plus accessible ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cet échange citoyen ? Moi, ça me parle tout à fait, étant donné que je suis étudiante en médecine. Je côtoie le milieu hospitalier, donc j'ai affaire du coup à l'hôpital public et donc je peux voir les problèmes qu'on rencontre. Donc bien évidemment que c'est un sujet qui me parle énormément au quotidien. Et Mawen ? Oui, moi, tout à fait, ça me parle. C'est pour ça que je suis ici. C'est le côté humain, en tout cas, m'a parlé pour l'hôpital de demain, puisque je travaille avec de l'humain. Je suis une artiste, comédienne, metteur en scène. Je travaille pour un collectif qui s'appelle Autrement dit et qui a pour but de favoriser l'accès à la scène aux personnes en difficulté qui sont en marge. Nous intervenons autant dans des hôpitaux que des prisons et tout ça. Donc là, moi, j'interviens essentiellement en hôpital et dans le secteur psychiatrique. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur et je constate que notre présence fait le plus grand bien, fait avancer les choses et que l'art a sa place aussi à l'hôpital. J'y vois, pour les patients, beaucoup de joie, d'ouverture, un espace justement humain où ils peuvent s'exprimer, où on prend le temps avec eux, où aussi on insiste, moi dans ma pratique j'insiste aussi pour que soignants et soignés sur le plateau, puisque je fais du théâtre, soient au même niveau. Donc ça change complètement les rapports entre eux. Ça apporte plus de confiance et d'humanité, et les soignants y trouvent aussi beaucoup de plaisir et découvrent aussi une autre façon de soigner, d'être avec l'autre. Anaïs, toi qui es étudiante, est-ce que vous êtes sensibilisée à la fac de médecine, par exemple, à l'importance aussi d'apporter, par exemple, de l'art dans le soin, de travailler avec d'autres types d'intervenants à l'hôpital ? À mon niveau, non, pas encore. J'ai pas fait face à ça. Peut-être que dans les années supérieures, oui, en terrain de stage. Mais en tout cas, pour l'instant, non, on n'a pas spécialement de formation là-dessus, en tout cas. Même pas de sensibilisation où l'art pourrait peut-être être aussi thérapeutique et être complémentaire avec les soins des médecins En ce qui concerne l'art, non. Pour être honnête, j'ai pas entendu parler de ça. Je sais qu'à l'hôpital d'enfants, il y a beaucoup d'intervenants, d'activités, justement pour essayer de les divertir au maximum. Mais en tout cas, mis à part ça, non. Et du côté des infirmiers, Jérôme, l'art, on considère que sa place à jouer dans le soin, éventuellement en milieu hospitalier. Est-ce qu'on peut imaginer tous ensemble que l'art pourrait contribuer à un hôpital plus accessible, plus juste, plus humain pour demain ? Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? Alors c'est marrant parce que j'habite à 20 km de la Belgique et le métier d'infirmier est considéré là-bas comme un art. Ils appellent ça l'art infirmier. Avec l'accent de surcroît, voilà. Mais si on n'y est pas sensibilisé très très peu au final pendant les études, on y assiste en tout cas effectivement sur les terrains de stage, on ne va pas se le cacher, essentiellement en psychiatrie effectivement, et essentiellement en pédiatrie, mais bien évidemment et bien souvent c'est le fait d'associations extérieures avec des bénévoles qu'on peut remercier, je crois, parce que oui, ils changent le quotidien des patients et c'est très drôle parce qu'au final, ça, en y réfléchissant et en échangeant, ça change aussi effectivement le quotidien des soignants en apaisant le quotidien des patients autrement. On peut vous remercier et du coup merci beaucoup en direct. Je vous en prie, je prends beaucoup de plaisir à travailler dans ce milieu parce que c'est un échange. J'apprends aussi beaucoup avec les acteurs que je dirige. Sonia, vous souhaitez intervenir ? Je suis amenée à aller à l'hôpital à de nombreuses reprises, trop nombreuses à mon goût. Et justement, tout à l'heure, au service dentaire, donc à l'hôpital, puisque ma fille est suivie à l'hôpital parce qu'elle est polyhandicapée, on disait qu'il y a maintenant une médiation animale qui est faite pour la prise en charge des personnes en situation de handicap au service dentaire. On a eu aussi l'occasion d'avoir des petites marionnettes
Donc c'est une forme aussi de culture, d'art, de théâtre. Donc tout ce qui peut être facilitateur et rassurer surtout nos enfants qui sont pour ma part avec une déficience intellectuelle, c'est toujours bienvenu. Donc l'art, la culture, le théâtre peut être un médiateur et en même temps ça permet aussi d'apaiser les aidants et du coup de faciliter et d'avoir une meilleure prise en charge soignant-aidé. Je pense que c'est très important. Tout ce qui peut être mis en place pour une meilleure prise en charge, c'est vraiment le bienvenu. Donc on a effectivement maintenant une médiation animale et puis on voit aussi les petites voitures où les enfants sont emmenés au bloc aussi. C'est des choses qui se font dans certains hôpitaux. On a les clowns, les rires médecins qui interviennent dans les hôpitaux. Alors ça, c'est génial. Je me suis surprise une fois en mode stress et ils sont rentrés dans la chambre. Lina s'est mise à rire alors qu'elle était en souffrance. Et du coup, ça m'a apaisée aussi et ça a fait redescendre le stress. J'étais beaucoup plus apte après à discuter avec les médecins de la bonne prise en charge. Donc moi, je suis complètement pour et je pense que c'est très très important. Et les enjeux et la répercussion sont... c'est pas une question d'argent là pour le coup, mais c'est une question de bien-être du patient et des aidants. Merci beaucoup Sonia pour ce témoignage. Jérôme ? Oui, je pense que la première des choses, c'est le temps déjà. Le temps qu'on accorde aux patients. Et c'est là où ça a un lien en fait avec malheureusement la situation qu'il y a aujourd'hui. Je pense que même si les soignants avaient eu le temps, on aurait eu effectivement ces associations qui sont engagées et très utiles et très complémentaires des soins. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui elles pallient en fait à ce temps que les soignants n'ont pas. Et c'est là où il y a une problématique aujourd'hui. La durée de vie d'une infirmière aujourd'hui en poste, ça a encore été réduit. J'ai réécouté des chiffres dessus, c'est 4 ans. C'est-à-dire que quand vous êtes diplômé, vous êtes en exercice en moyenne 4 ans sur le territoire français. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était 7 ans. J'ai commencé ma carrière il y a 20 ans. Voilà. Donc à quel point en fait on peut décourager parce que le temps est un bien précieux, peut-être le bien le plus précieux que l'on ait à tous les niveaux, mais encore plus dans le soin. Je vais penser à la gériatrie, je vais passer au handicap, je vais penser à la psychiatrie qui aujourd'hui... sont psychiatrie grande cause nationale. Hein. Si quelqu'un retient sur l'année 2025 quelque chose de cette grande cause nationale qui est la psychiatrie cette année, bah écoutez, je veux bien en échanger avec lui, hormis 2-3 spots publicitaires. Bref, mais effectivement, le temps que l'on peut donner aux soignants dans toutes les disciplines et encore plus dans ces disciplines-là qui sont véritablement les parents pauvres en fait de la médecine en France, je pense que voilà, quand vous avez quelqu'un dans une chambre qui souffre, et que vous n'avez pas le temps d'écouter la souffrance, d'avoir une écoute active, d'avoir des échanges. Et effectivement, c'est, il me semble, ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Ça rejoint tout à fait le sujet. Plus juste, plus accessible, plus humain, plus réfléchi. Et malheureusement, face à ça, il faut énormément de moyens aujourd'hui. Anaïs, sur la question du temps et de la santé mentale, avec ton expérience d'étudiante entourée de personnes qui travaillent dur pour réussir leurs études de médecine et aussi avec ton expérience sur le terrain à l'hôpital avec les différents stages que tu as fait en tant qu'externe, qu'est-ce que tu perçois de ça ? Tu le constates aussi, toi, en tant que futur médecin ? En ce qui concerne le manque de temps, oui, bien sûr. C'est vrai que tout doit être fait rapidement. Oui, ça, je m'en rends compte quand je suis en stage. Nous, on passe pas énormément de temps avec les patients au final. En ce qui concerne la santé mentale, en tant qu'étudiant, c'est vrai que ça peut être assez compliqué parce qu'on allie stage et révision à la maison pour réussir notre concours. Donc, il y a une pression académique, en fait, due à un classement. On a un isolement social aussi qui est assez prononcé. Hein. On sort pas énormément, on est tout le temps en train de réviser. En tant qu'étudiant, c'est vrai que ça peut être parfois assez compliqué. On estime qu'un étudiant sur 4 a déjà eu des troubles anxieux. On n'est, à mon sens, pas assez encadré sur ce problème de dépression en tant qu'étudiant ou d'anxiété, hein, parce que on est tous pareils là-dessus. Hein. Selon l'intersyndicale nationale des internes, on estime qu'un interne se suicide tous les 18 jours actuellement. Donc, de par cette charge, pression mentale qu'il y a pendant l'internat, alors je ne suis pas encore, mais je les vois bien quand je suis en stage, c'est des horaires de travail assez conséquentes. Et donc, une vie sociale assez compliquée. Oui. Réaction ? Ouais ? Ah bah oui, allons-y. Avec plaisir.
Je suis Jacques Hubert, je suis chirurgien urologue. J'ai été chef de service d'un service d'urologie de CHU, donc confronté quand même à pas mal de ces soucis. J'avais 3 points sur lesquels je voulais réagir. Tout d'abord, c'était votre parcours avec d'abord médecine, ensuite infirmier. Donc manifestement quelqu'un de motivé qui voulait faire une carrière dans la santé. Et le numerus clausus à l'époque, qui était extrêmement sévère, ne nous a pas permis de retenir des gens qui étaient motivés. Bon, vous avez trouvé de quoi rebondir, mais tous les étudiants qui ont été recalés n'ont pas eu cette chance. On espérait, nos politiques, on va les critiquer un petit peu, espéraient réduire le coût de la santé en diminuant le nombre de prescripteurs. Donc c'était un mauvais calcul, parce qu'en fait, le nombre de médecins n'a pas bougé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas bougé alors qu'on en formait moins? Parce qu'on recrutait des médecins de l'étranger, en particulier de Roumanie. Donc on siphonnait les médecins de Roumanie qui avaient été formés dans leur pays, et donc créant des soucis donc, dans ces pays-là. Donc là, le numerus clausus a quand même été nettement augmenté. J'espère que ça continuera dans ce sens et qu'un jeune qui veut faire médecine, qui est motivé, puisse arriver à faire carrière. Vous avez parlé de l'art. Dans les hôpitaux, on essaye de mettre des décorations et c'est quand même très impersonnel, un hôpital, surtout un CHU. Dans le service sur lequel je travaillais, on a mis des choses au mur. Donc quelque chose de très original, c'est l'endroit où on met la décoration. On en met à l'hôpital d'enfants, il y en a au plafond. Tout simplement parce que beaucoup de patients sont sur un brancard. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Ils regardent le plafond. Et donc, avoir des décorations au plafond, c'est beaucoup plus important pour eux que les avoir donc, sur les murs. Vous avez évoqué aussi le temps accordé aux patients. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Pouvoir discuter en tête à tête. J'ai quand même une certaine ancienneté, et donc j'ai vécu la médecine avec le stylo et le dossier papier. Si je voyais un patient en consultation, je le regardais dans les yeux, et puis de ma main droite, je notais ce qui me paraissait important pour son dossier. Pendant des années, ensuite, on est passé à l'informatisation. Informatisation, ça veut dire qu'on tape sur le clavier l'observation qu'on prenait à la main. Donc on est en train de regarder l'écran. Et donc on perd ce contact avec la personne qu'on a en face de soi. Mais j'ai espoir que l'IA nous permette de revenir vers quelque chose de plus humain, puisque maintenant on est en train de tester des logiciels qui enregistrent ce qui a été dit par le patient et par le médecin, qui en fait une synthèse. Et là, ça permet de nouveau de reprendre ce contact direct, de se regarder droit dans les yeux. Donc il y a des choses qui évoluent, et très certainement positivement. Quand vous parlez d'IA et d'informatisation, on n'y est pas encore tout à fait quand même, parce que Anaïs, tu m'as parlé de quelque chose qui m'a beaucoup amusée quand on a préparé cette émission. Le fax. Le fax. Alors, dis-nous tout. En 2025. J'ai été assez surprise en faisant mes premiers stages, en voyant que tous les documents se transmettaient par fax. C'est assez surprenant parce que le fax, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je pense. Après, c'est peut-être des questions de confidentialité ou de sécurité qu'on passe pas encore au mail, mais bon, je pense que ça serait beaucoup plus simple de communiquer des comptes rendus ou des rendez-vous de patients par mail et pas par fax. Pour en avoir fait les frais, ça m'est déjà arrivé d'appeler des confrères et de leur demander des comptes rendus d'autres villes et de me les faxer. Et en fait, c'est jamais arrivé. Parce que le fax, ça prend du temps, c'est avec un numéro de fax. Et j'espère qu'un jour, ça évoluera et qu'on arrêtera un peu de faxer. Donc j'ai mené mon enquête à l'hôpital et s'est demandé pourquoi est-ce qu'on continue de faxer en 2025. Et personne n'a la réponse. Tout le monde me dit que c'est comme ça et que personne ne sait trop pourquoi est-ce qu'on continue de faxer et qu'on ne trouve pas un autre moyen de gagner du temps. Est-ce qu'il y a d'autres lourdeurs administratives dans le fonctionnement à l'hôpital qui, selon toi, jeunes de la Gen Z, comme on dit, pour peut-être améliorer la coordination, le suivi du patient Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai constaté en stage que ce soit les internes ou nous, les externes, on fait énormément de paperasse. Et ça, c'est une perte de temps, surtout pour les internes qui passent leur journée à faire des bons de transport, à appeler des collègues pour des rendez-vous, pour des comptes rendus qu'on n'a pas. Et c'est une perte de temps pour eux, alors qu'ils pourraient être plus auprès du patient. Et en tant qu'externe aussi, on fait énormément de paperasse au cours de la journée. On fait presque que ça. Ouais, nous, on arrive en tant qu'étudiant en médecine, on se dit qu'on va voir plein de trucs, qu'on va nous emmener partout, et au final, on tombe un peu des nues quand on voit que
on fait presque que la paperasse, quoi. Mawen, dans ton expérience en tant qu'artiste qui intervient en milieu hospitalier, est-ce que c'est des choses que tu observes, que tu constates et Jérôme, toi aussi, qu'est-ce que ça t'évoque Oui, moi, ça fait à peu près 20 ans que je travaille en milieu hospitalier. Et j'ai vraiment constaté que c'était de moins en moins simple. Une sortie au théâtre, un accompagnement, pour avoir aussi des accompagnants soignants pour m'accompagner, parce que je ne peux pas être toute seule. Nous travaillons dans un petit théâtre à l'extérieur de l'hôpital, donc il faut une certaine logistique qui était beaucoup plus fluide il y a 20 ans que maintenant. Alors je ne sais pas, ça doit être dû à la paperasse, à d'autres autorisations qui m'échappent. Et je vois également le personnel qui m'accompagne se dégrader. Physiquement, mentalement, enfin il y a de plus en plus de charges de travail. Je sens le personnel abîmé, moins convaincu entre guillemets qu'avant, peut-être une certaine lassitude. Enfin, voilà, ça vraiment, je l'ai ressenti au travers des années. Les premiers soignants auxquels j'avais affaire étaient beaucoup plus légers. Ça s'alourdit. Jérôme, ça vous parle ? Oui. Je reste un soignant léger. Très bien. Il y a plusieurs choses là dans ce que vous venez d'évoquer. On aime l'administratif. On aime les solutions qui ne fonctionnent pas en France. On aime les solutions qui coûtent de l'argent en France et qui ne fonctionnent pas. Je vais m'expliquer. Je suis acteur de la santé et je pense que j'ai tout intérêt aussi à être acteur de l'économie de la santé. On y réfléchit aussi dans notre quotidien et c'est important. Je pose la question du DMP. Je pose la question de mon espace de dossier. Mais vous voyez, normalement, chaque assuré de l'assurance maladie est censé avoir un DMP dans lequel on retrouve en version informatique. Et qui signifie donc ? Dossier médical partagé. Voilà. Mais on est passé à une version supérieure du DMP. Donc, c'est-à-dire que vous insériez votre carte vitale et vous pouviez déposer n'importe quel soignant dans le DMP les documents. On est passé à l'espace santé numérique, l'ESN. Là, c'est pareil, grande campagne. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que tous les premiers ministres qui se succèdent en ce moment doivent regarder ou pas ce que ça coûte, le pragmatisme à la française, mais effectivement on a une lourdeur administrative et des choses qui pourraient, qui sur le papier sont très très bien, c'est génial le DMP ou l'espace santé numérique, c'est-à-dire qu'on a une vision globale du patient, c'est ce qu'on nous demande en tant que médecin ou en tant qu'infirmier, d'avoir une vision globale du patient avec les examens, avec les comptes rendus médicaux, avec au final tout l'historique de la maladie, etc. Mais par le manque de temps humain, au final, où, vous voyez, ce sont des étudiants, et moi ça a toujours été, je suis navré. Vous avez à peu près encore 2 ans avant de passer l'internat, je crois. Vous avez encore 2 ans à classer des classeurs. Je les voyais aussi sur mes terrains de stage, les externes et les internes. Et au final, les solutions qui sont géniales sur le papier n'aboutissent pas par manque de temps, effectivement. Au lieu de pouvoir remplir ces fameux dossiers qui sont très très bien sur le papier, on ferme des lits par manque de personnel. Donc voilà. Et sur l'épuisement professionnel, ça a été mon quotidien. On parle de plus en plus de burn-out, on parle de plus en plus d'épuisement effectivement professionnel. J'étais sur une ville, moi, où le CH, il y a quand même eu aussi une vague de suicides assez importante. Malheureusement, ça passe. Voilà, ça passe. Et puis on attend toujours les réactions et les actions. Et on a l'impression qu'effectivement, on regarde le train passer sans vraiment réagir. Témoignage assez glaçant, assez effroyable. Jérôme, je crois qu'on a quelqu'un dans le public qui souhaite intervenir. Je m'appelle Thomas. En 2019-2020, j'ai été diagnostiqué d'un diabète, hospitalisé dans un CH. Et je tiens à dire que ce que j'entends ce soir me fait beaucoup de peine parce que quand je me suis fait hospitaliser, on est avant Covid. Et déjà à l'époque, dans le service dans lequel je suis hospitalisé, service d'obésité, la nuit, il y a une infirmière avec je ne sais pas combien de lits et de personnes qu'il est difficile de déplacer parfois. Et le Covid arrive et d'un seul coup, tout le monde applaudit dans la rue. On dit ça va être une grande cause, il faut qu'on s'occupe des soignants, des infirmiers, des médecins, etc. Et quand je vous entends ce soir, je me dis, mais en fait, il n'y a rien qu'à avancer. Alors, j'en suis un peu témoin parce que je vais régulièrement à l'hôpital dans le cadre du suivi de mon diabète. Et je tiens à féliciter, à soulever, en tout cas à souligner l'engagement incroyable des personnels soignants malgré le manque de moyens. Le service dans lequel je vais, j'ai une diabéto qui me suit et qui
Alors a toujours des retards considérables sur ses plannings, qui s'en excuse à chaque fois, mais c'est une femme très engagée. C'est quelqu'un qui, un rendez-vous dure 1 heure, ce qui est assez rare quand même dans les hôpitaux. Sauf que plus le temps passe et plus je vois que sa santé mentale en prend un coup. Plus je la sens fatiguée, plus j'ai l'impression qu'un jour c'est elle qui va craquer et que c'est presque moi qui vais faire le rendez-vous. Et je trouve ça assez ahurissant, alors que c'est quelqu'un qui est formidable, qui s'occupe extrêmement bien de ses patients, mais je trouve ça dingue de voir qu'aujourd'hui, des gens qui sont hyper engagés dans leur métier, dans leur profession, on arrive à un point où on sent que psychologiquement ça tient plus, quoi. Ou quand je la rencontre, je sais qu'il n'y a qu'une chose qu'elle attend, c'est les vacances. C'est ça qui me peine quand j'entends ça, parce que on a des gens qui sont hyper bons dans nos hôpitaux, des infirmiers, des infirmières qui font leur boulot avec une passion dingue, et quand j'entends que au bout de 4 ans pour une infirmière, elle va abandonner, mais c'est ahurissant. Je voudrais revenir sur l'intervention de l'art dans les hôpitaux, une autre expérience personnelle, mais c'est un peu plus ancien. Mon fils avait été hospitalisé il y a quelques années. Et puis c'est dur l'hôpital pour un enfant, c'est pas sa place pour un enfant l'hôpital. En l'occurrence, on a vu l'arrivée des blouses roses, je sais plus c'était quoi la fête à ce moment-là, une Saint-Nicolas ou quelque chose comme ça. Et c'est fou de voir à quel point ces interventions peuvent faire du bien. Mon fils est sorti le lendemain matin alors que son état dégringolait. Juste cette intervention lui a redonné le sourire et il en est sorti assez vite derrière. Donc voilà, c'est hyper important, je trouve, de continuer à mettre les moyens humains, de donner du temps aux soignants de pouvoir continuer à faire leur métier, de leur permettre de continuer à aller s'occuper de leurs patients et pas uniquement de faire un acte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup Thomas. Ça vous suscite quoi, Mawen, quand vous entendez ce témoignage? Est-ce que vous avez pu voir aussi directement le bénéfice que vous avez apporté à certains patients? Ah, mais je le vois à chaque intervention que je fais, puisqu'en plus ce sont des gens qui sont souvent en grande souffrance psychique. Donc ils arrivent quelquefois dans des états vraiment très, très durs. À la fin de notre séance, de notre travail, ils repartent, ils se tiennent plus droit. Ils ont le sourire, ils blaguent, ils communiquent entre eux, ils vous claquent la bise. Tout d'un coup, ça va. Alors ça va peut-être pas tenir longtemps, on le sait bien, mais au moins cette petite parenthèse-là, ce petit espace de joie qu'ils ont eu, ça me ravit. Je sais pourquoi je suis là dans ces moments-là. Et ça me parle parce que aussi, on avait fait il y a quelques années une petite étude statistique avec les acteurs avec lesquels je travaillais, et on s'était rendu compte que les gens qui étaient en hôpital de jour étaient beaucoup moins hospitalisés que les autres. Les gens qui faisaient du théâtre étaient moins hospitalisés que les autres. La joie, c'est aussi un soin, le dialogue, le partage, la liberté, le lâcher-prise, c'est aussi un soin. Ça, bien sûr, ça ne remplace pas un médicament, mais... Pour rebondir aussi sur ce que disait Thomas, qui parlait des médecins qui s'épuisent. Anaïs, toi, quand tu es en stage à l'hôpital, est-ce que tu constates ça aussi? Est-ce que les médecins, on parlait de temps aussi tout à l'heure, est-ce que les médecins ont du temps pour transmettre, par exemple, aux apprenants comme toi? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance en tombant sur des stages où j'ai eu affaire à des professeurs qui avaient cette envie de nous transmettre leurs connaissances et qui prenaient du temps pour nous apprendre. Je pense que c'est pas comme ça dans tous les stages, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que je trouve ça fondamental en tant que professeur ou en tant que médecin dans un CHU de transmettre ses connaissances aux étudiants, parce que c'est nous les médecins de demain. On a toujours la tête dans les bouquins et c'est ce qui nous apprend les bases, mais on apprend 10 fois plus en stage. On apprend 10 fois plus en stage quand on nous donne envie d'apprendre, quand on nous donne envie de venir le matin, et quand on a cette envie de vouloir former les jeunes et leur donner envie d'aimer leur spécialité et d'aimer d'être médecin au final. Donc pour moi, c'est primordial en tant que futur médecin d'avoir cette envie de transmettre son savoir aux plus jeunes. Et on continue cette émission de démocratie participative autour du sujet de l'hôpital public de demain, pour un hôpital plus juste, plus humain et plus accessible. Afin de poursuivre les échanges, je vous propose d'écouter le député Stéphane Ablot, grâce à qui ces émissions sont rendues possibles. Malheureusement, il n'a pas pu être présent ce soir, donc il vous a adressé un message en vidéo, et je vous propose qu'on réagisse ensuite à l'issue de ce message. Je vous remercie de regarder cette émission parce qu'elle est intéressante. Il y a un défi. Qu'est-ce que l'hôpital de demain? Donc il faut poser la question à des infirmiers, à des syndicalistes, à des représentants du personnel. Donc c'est important parce que la réflexion qui va avoir lieu permet de démontrer une chose. La malchance pour les usagers de payer des parkings d'hôpitaux très chers. Je ne vous dis pas
Quand vous dépassez un quart d'heure dans certaines villes, les prix exorbitants, enfin c'est du n'importe quoi. Des directeurs d'hôpitaux qui vous disent c'est normal, vous êtes là, c'est presque une insulte de se battre pour ces choses-là qui pour nous sont des choses normales, et d'autres qui nous disent l'inverse. Je suis tombé sur une directrice, tant que je serai là, il n'y aura pas de parking payant. Donc vous voyez un peu les points de vue qui ne sont pas les mêmes. Et les situations ne sont peut-être pas les mêmes, mais on doit se battre pour la même cause. Parce que finalement, l'hôpital de demain, on se rend compte à travers toutes les expériences vécues et tous les contacts. Moi, j'ai eu la chance, pour la loi que je mets en place sur la gratuité des parkings, je suis allé à Saint-Étienne, Nantes, Vannes, Brest, Fréjus, Tourcoing, Mont-de-Marsan, plein d'endroits. Demain, je vais à Angoulême, donc et à l'hôpital de Saintes et bientôt à Clermont-Ferrand. Alors pourquoi ? Parce qu'on se rend compte finalement qu'on ne peut pas voir l'hôpital de manière très catégorielle, avec soit les parkings d'un côté, ou c'est un ensemble. Et quand on parle d'accessibilité, on parle de manière très générale d'attractivité. L'hôpital d'hier, il fallait soigner les gens, c'était la société de consommation. Ça correspondait à cette époque où on allait se soigner. Puis c'est un peu, je ne dis pas une usine ou à la chaîne, mais maintenant, on n'est plus dans ce concept-là. Les choses doivent se rationaliser, s'optimiser. Certes, on doit faire attention aux économies, mais on doit toujours garder la qualité. C'est ça l'intérêt, c'est ça le défi à relever. Et donc l'hôpital de demain, c'est un exemple. Les parents qui allaient voir leurs enfants malades ne savaient pas où être hébergés quand ils habitaient à 200 km. Bon, les parents se sont mobilisés, ils ont fait la maison des parents. Bon, voilà. Ou alors, regardez les clowns qui apportaient le sourire aux enfants. C'était pas prévu dans les services hospitaliers. Donc les bénévoles venaient, et c'est des structures qui intervenaient. Bon, regardez la ferme à l'hôpital. Les enfants ont le sourire en voyant un petit animal une fois par an parce qu'il y a une expérimentation. Mais il faut le faire toute l'année. Donc dans l'hôpital de demain, il faut qu'il y ait une dimension humaine qui trouve sa place, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans l'accompagnement des personnes, que ce soit... Et moi, je le vois dans des hôpitaux. Il y a des choses qui sont devenues réellement horizontales. Vous allez à Mont-de-Marsan, c'est agréable. Vous arrivez, on vous guide, vous savez où vous allez. Vous n'êtes pas perdu. Vous ne faites pas la queue à la chaîne. Vous êtes traité humainement. Voilà, donc les espaces doivent être traités de façon à être accueillants. Et l'hôpital de demain doit faire intervenir autour de la table des urbanistes, des aménageurs, parce que urbaniste, l'hôpital, c'est aussi une structure qui n'est pas à l'écart. Ce n'est pas un État dans l'État, comme ça a été pendant longtemps. C'est aussi une structure dans une ville. Ce n'est pas une ville dans une ville. C'est un équipement qui peut servir de locomotive. Et regardez bien les structures des années 70. Ici, on a une faculté de sciences. Et à l'époque, les urbanistes étaient des rêveurs. Et ils rêvaient, ils imaginaient le monde de demain. Et la faculté, elle était prévue pour rejoindre la ville. Mais après, il en était décidé autrement. On a enlevé tous les ponts, toutes les passerelles qui permettaient d'aller vers la ville. On a coupé l'accès pour que ce soit un endroit qui soit isolé, un monde dans un monde. Non, c'est plus ça. Là, il faut réellement rejoindre ceux qui imaginaient et qui mettaient l'humain au milieu des structures. Il y a tellement de choses à dire. Et la parole, elle est surtout à ceux qui vivent les choses, parce que les usagers sont les plus grands spécialistes des questions. Ils les vivent. Il faut écouter les malades, il faut écouter les soignants, il faut écouter le personnel et leurs représentants. Il faut écouter toutes les personnes, les urbanistes, les habitants de la ville qui vivent autour des hôpitaux. Il faut écouter tout le monde. Il y a des nuisances, on est dans une ville ensemble. Et il n'y a rien de mieux que des gens de la ville qui n'ont rien à voir avec l'hôpital et qui peuvent aller boire un café à l'hôpital. Ça, c'est l'avenir. Et la même chose, quelqu'un qui est à l'hôpital et qui sort et qui dit « Tiens, je vais aller boire un café dans le quartier ». C'est la même chose. Créons les passerelles de l'humanité à travers l'hôpital, qui est un lieu par définition humain, où le mot le plus important, c'est la dignité. Quand on est malade, on a besoin de se sentir exister, écouter, soigner. Et c'est important pour tout le monde. Bonne émission, bonne écoute et participez. C'est important. On a besoin de vous. Merci. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints dans cette émission. Morissette Fèvre, vous êtes représentante des Gilets jaunes de Meurthe-et-Moselle et vous vous battez notamment contre les parkings payants dans les hôpitaux publics. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel.
Monsieur Jacques Hubert, vous êtes professeur chirurgien urologue et vous avez cofondé un institut de formation à la robotique chirurgicale. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Sonia Jabri, vous êtes présidente de l'association My Handicap. Oui, bonsoir. Et je suis surtout maman et aidante familiale. Merci d'être autour de cette table ronde. Est-ce que vous avez envie de réagir déjà à certains points qui ont été évoqués par le député ? C'est une personne humaine, déjà dans un premier temps. On a écouté tous les intervenants tout à l'heure, c'est pareil, on parle humain, pas rendement. Donc là, la différence, elle est là déjà. Monsieur Ablot nous a suivis, lui, dans notre combat, il est venu nous rejoindre. Dans notre combat que nous menons, on va dire, depuis 3 ans, donc à l'hôpital, concernant les parkings privés, dans un hôpital public. Et en plus de ça, c'est un parking privé étranger, hollandais, Q-Park. Q-Park, c'est KKR, c'est les fonds de pension. Donc déjà là, vous voyez encore, c'est terrible. Quand ils ont signé le partenariat, on n'a pas demandé aux citoyens, on a demandé à personne, on l'a fait. Donc monsieur Ablot est venu nous rejoindre en nous disant que nos combats étaient nobles et qu'il nous suivrait, qu'il nous emmènerait à l'Assemblée nationale, chose qu'il a faite. Je me suis rendue directement, mais il y avait d'autres personnes en visio, et nous avons pu expliquer à ces personnes que ce combat était juste pour le patient. Parce que le patient, quand il vient, on va dire, se garer, qu'il faut qu'il sorte sa carte bleue, là déjà, là, il y a un problème aussi. Dans un hôpital public, avec nos impôts, c'était pas normal. Donc ce combat, nous l'avons mené, nous le menons encore et nous irons jusqu'au bout. Merci Morissette. D'autres réactions par rapport à certains points qui ont été soulevés par le député ? C'est vrai que même nous, en tant qu'étudiants qui devons aller en stage, on ne peut pas se garer au sein des parkings des hôpitaux. Quand j'étais en 2e année, donc il y a 2 ans, certains parkings étaient gratuits, notamment à la maternité. Donc quand j'y allais, j'arrivais à me garer et ils ont été rachetés par des sociétés, des privées. Et maintenant, tout est devenu payant. Et donc, je me reconnais tout à fait dans votre discours, autre que pour les patients, bien évidemment, qui ne devraient pas avoir à payer quand ils sont hospitalisés 2 jours, mais aussi pour tout le personnel soignant qui sommes soit obligés de se garer beaucoup plus loin ou devoir payer le parking pour pouvoir aller sur notre terrain de stage ou travailler. Il y a certains patients qui vont en hospice de jour qui se garent sur le parking de la faculté de médecine. Du coup, ça crée de gros problèmes pour nous, les étudiants qui devons aller à la fac parce qu'on n'a plus de place sur le parking. Et en plus de ça, la faculté appelle la gendarmerie pour mettre des PV aux gens qui sont mal garés. Donc on peut plus se garer, on se prend des PV quand on se gare mal. Et en plus de ça, une fois, il y a même eu la fourrière qui est venue enlever une voiture. Donc ça pose un réel problème, ces parkings payants. Les parkings, toujours, bon, ça paraît être un détail, mais c'est important. C'est très important. Moi, on ne vous a pas demandé votre avis, on n'a pas demandé l'avis non plus aux médecins, aux infirmiers. Personne. Alors que nous faisons toute notre carrière sur 20, 30, 40 ans de carrière. Tout à fait. Donc, personnellement, quand j'arrive à l'hôpital à 7h30 le matin, je n'ai pas de problème pour me garer. Notre établissement est caractérisé par le fait qu'il y a plusieurs sites. Donc on peut être amené à quitter le site mère pour aller dans un autre hôpital. Et quand on revient, il n'y a plus de place. Non, c'est un problème. C'est un gros problème. Et nous, on a un exemple type. C'est une jeune femme, puisque nous avons fait signer des pétitions, une jeune femme qui venait des Vosges, qui venait voir sa maman en soins palliatifs, qui nous a dit textuellement, ça m'a coûté 300 € dans le mois. Mais c'est affolant, j'ai dit c'est pas possible ça. C'est pour ça, nous on en a fait une action nationale, il faut bien le dire. Les Gilets jaunes, donc c'est des hôpitaux de toute la France. On fait des signatures sur papier, mais également on a un site sur .org, on a énormément de signatures. Et on est bien reçu, on va dire, soit par les médecins ou les infirmiers qui viennent se confier même à nous. Ils nous disent, oui, on respecte le combat que vous menez parce qu'effectivement, c'est une charge pour nous aussi. Et si je peux me permettre, alors du coup, chacune de mes interventions va apporter un élément supplémentaire du fait du polyhandicap de ma fille. À la question de se dire, on peut aller se garer plus loin, pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que ma fille est en fauteuil roulant, tous les déplacements coûtent de l'énergie. Ma fille fait 56 kilos, le fauteuil pèse 25 kilos. Les déplacements sont pénibles, donc l'éloignement par rapport à la prise en charge, c'est compliqué. Alors, on parle d'accessibilité. L'accessibilité, elle est déjà logistique, sans parler des côtes à 45 degrés où on doit pousser le fauteuil. Déjà, ça, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi toute
c'est un surhandicap. On n'est pas sans savoir que la plupart des aidants familiaux renoncent à leur activité professionnelle, ce qui est mon cas. Donc on perd déjà du pouvoir d'achat. La santé coûte cher en général, de toute façon, et le handicap coûte encore plus cher. Plusieurs fois, j'ai dû emmener ma fille aux urgences, puisque le handicap aussi nous amène beaucoup plus souvent aux urgences. On sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Et quand déjà vous êtes pressé, qu'il faut s'arrêter, prendre un ticket alors que vous avez votre enfant en souffrance ou en crise à côté de vous, et puis après se dire on va vous garder pour prendre en charge votre fille, se dire oui, mais en même temps je vais rester hospitalisée plusieurs heures, plusieurs jours, et que combien tout cela va me coûter, sachant qu'en plus, encore une fois, en tant qu'aidante familiale, et souvent c'est aussi le surhandicap, on est maman solo, ça a un véritable coût. Et c'est vrai que pour moi, c'est inacceptable, c'est pas entendable. On parle d'un parking privé payant dans un hôpital public. Il n'y a rien qui va ensemble dans la même phrase. Donc ça, c'est vraiment le sujet du parking. Je crois qu'on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans l'hôpital public qui est censé être gratuit pour tous et toutes? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui coûtent de l'argent? Alors, il y a l'accessibilité aux médecins, aux professionnels de santé. D'une part, il faut savoir les identifier. C'est la problématique aussi qu'on peut rencontrer quand il y a une errance médicale et qu'on vous dit qu'il faut aller voir un endocrinologue, par exemple pour aller passer une ostéodensitométrie, qu'on ne sait pas ce que c'est parce qu'on n'a jamais eu affaire à ça. Il faut déjà identifier la bonne personne. Et malheureusement, aujourd'hui, pour avoir des rendez-vous plus tôt, on nous a proposé, moyennant finance, des consultations privées dans un hôpital public. Et ça aussi, ça coûte. Votre fille, Lina, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe quand elle est hospitalisée? Au-delà du stress, déjà, parce qu'il faut aussi ramener le côté humain. Alors, tout se cumule, en fait. Quand vous avez un enfant qui est polyhandicapé, c'est toujours compliqué d'identifier une problématique, de se faire entendre auprès des médecins. On est pris en charge dans un CHU qui forme aussi des médecins. Donc, il y a aussi beaucoup de turnover, beaucoup d'apprentissage. Et ça, on joue le jeu sans souci. Mais effectivement, le handicap, le polyhandicap est une prise en charge qui doit être très particulière. Et donc, chaque hospitalisation de mon enfant dépendante, puisque Lina n'est pas du tout autonome, nécessite que je reste hospitalisée avec elle pour la prise de ses médicaments, de ses repas, ni même pour appeler une infirmière en cas de besoin. Donc, en fait, je suis ce qu'on appelle une aidante essentielle. Et du coup, pour me remercier de ma présence à l'hôpital et pour pouvoir dormir comme on peut le faire quelquefois sur un fauteuil sans couverture, je dois payer mes repas. Et mes repas, ça représente 2 fois 11 € plus 3 €, ce qui représente un coût qui n'est pas absorbable dans mon budget mensuel parce que pendant que je suis à l'hôpital, mon loyer n'est pas suspendu. Et de fait, beaucoup d'aidants comme moi renonçons au repas parce que c'est trop cher, d'une part, que d'autre part, même si je le voulais, il faut descendre, aller chercher un ticket dans le hall d'accueil, c'est-à-dire laisser ma fille sans surveillance ou demander à une infirmière qu'elle vienne surveiller mon enfant quand elle aura le temps, etc., pour que je descende chercher un ticket. Tout ça, c'est pas possible. Lina a été hospitalisée à plusieurs reprises, quelquefois une semaine, quelquefois ça peut représenter plus de 60 jours par an. Et 60 jours fois 30 €, c'est pas possible. Sans compter notre cher parking que l'on doit payer. D'autres réactions peut-être sur certains aspects qui ont été évoqués par le député? Je vois que la question du parking a vraiment un franc succès. Sur la prise en charge des patients handicapés, bien sûr qu'on est en retard. Moi, j'y suis sensibilisé parce que plus de 30 ans, j'étais l'urologue du centre de réadaptation proche de notre CHU, avec des patients paraplégiques, tétraplégiques, hémiplégiques, etc. Il a fallu se battre, par exemple, pour que des toilettes handicapées soient installées au rez-de-chaussée de notre établissement. Donc ça a mis un temps fou. Se battre ? Ah oui, donc, parce que ça a un coût. Il faut arriver à convaincre la direction administrative de la nécessité d'installer ces toilettes. Dans le service dans lequel je travaille, on a réussi. Je faisais venir les patients du centre d'adaptation quand ils avaient un problème urologique qui venait dans notre service. Pendant très longtemps, on n'a pas eu de chambre handicapée. Donc le patient qui est dans une chambre à 2 lits avec son fauteuil roulant qui n'arrive pas à passer, donc c'est vraiment... Ça a été très difficile. Ça vient, ça s'améliore tout doucement. Et surtout, même l'ascenseur est trop petit pour rentrer en fauteuil roulant. Et donc, je suis obligée d'utiliser les... Ceux qui sont aux extrémités du bâtiment. Qui sont normalement réservés au bloc. Oui. Merci beaucoup. Jérôme souhaite intervenir. On se rend compte qu'il y a peut-être un problème de direction et d'organisation.
Est-ce que dans l'hôpital de demain, on ne doit pas faire en sorte au final qu'on ait peut-être moins d'administratifs? Et la majorité des réflexions, on le voit bien, aussi bien sur l'architecture ou l'organisation de ce lieu de vie où l'on soigne et pas de ce lieu de soins où on tente de vivre au final, doit être plus soignant-centré plutôt qu'avoir des administratifs effectivement qui prennent des décisions parfois qui ne sont pas en cohérence avec ce que les patients, les soignants vivent au quotidien. On peut le voir et on l'a vu. Alors la crise Covid a été très difficile, mais au final, qu'est-ce qu'on a eu une belle solidarité soignante et on a fait des choses magnifiques pendant le Covid. On a fait des choses auxquelles je pense on n'aurait jamais pu penser. On a déplacé un patient d'est en ouest et effectivement, il y avait beaucoup plus de prise de position soignante, en tout cas dans l'organisation du quotidien. Et on le voit bien, les directions d'établissements gériatriques, il faut y penser aussi à nos personnes âgées, puisque l'évolution de la démographie fait qu'elles seront de plus en plus nombreuses et on en fera tous partie un jour. Et on le voit notamment dans les EHPAD dans lesquels j'ai commencé ma carrière. On voit qu'effectivement, toute la philosophie en fait, de l'établissement, mais aussi la philosophie du soin. C'est-à-dire que si on a une direction qui émane du monde soignant et qui a gravi les échelons au fur et à mesure du temps, et qui s'entend bien effectivement avec le triptyque que l'on a, direction, organisation des soins et organisation médicale. On voit que la philosophie, la dynamique de l'établissement est complètement différente. Voilà, donc je pense qu'effectivement, les soignants et les patients et les représentants des usagers doivent prendre une part beaucoup plus importante dans les décisions qui sont prises au niveau de l'hôpital. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune politique de la santé, ça c'est sûr. Quand on entend le Premier ministre qui vient de nous dire que finalement, on a trop donné d'argent à l'hôpital, c'est pour ça que la France est comme ça, mais c'est d'une gravité absolue. Donc l'hôpital de demain, d'accord, mais celui d'aujourd'hui, là, les infirmiers, les soignants, les médecins, nous on les côtoie maintenant. Ils sont vraiment en burn-out. Hein. Il y en a beaucoup, il n'y a même plus, on va dire, de passion sur certains jeunes pour être infirmières. Beaucoup renoncent parce qu'ils se rendent compte que la société, déjà ne les écoute pas, ne les entend pas. Il y a un mal-être vraiment, il y a un marasme en France, donc ça se ressent. On parlait des hôpitaux psychiatriques. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai beaucoup d'amis qui étaient infirmiers en hôpital psychiatrique, qui déjà là se plaignaient. L'hôpital psychiatrique, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il y a un mal-être. On laisse sortir, même des patients, bien souvent, on les laisse sortir. Faute de moyens. C'est vrai que là, autour de cette table, ce sont des gens de bonne volonté, ce sont des soignants. Donc, ils sont vraiment dans l'humain. Mais nos politiques ne pensent pas pareil. Donc, vous vous rendez compte, le tunnel qui est entre les soignants et la politique, quand les politiques viennent faire leur discours dans les hôpitaux, on fera, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je veux dire, cette heure-ci, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que tout est décalé. Quand on parle de l'hôpital, si on prend un peu de hauteur, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui nous amène à l'hôpital ? Deux choses, soit une consultation, soit les urgences. Oui. Et les consultations, souvent ce sont des consultations de spécialistes, quid du coup des libéraux ? Est-ce que le suivi peut se faire en libéral pour désengorger un peu l'hôpital ? L'avantage de l'hôpital, effectivement, c'est la coordination pluridisciplinaire de la prise en charge des différents professionnels avec une coordination sur un même lieu, ce qui n'est pas toujours le cas. Je me rappelle qu'un courrier a mis 3 semaines pour traverser le couloir entre la neuro et le centre antidouleur. Et j'ai traversé le couloir en disant, je prends rendez-vous. Il me dit, non, mais il faut qu'on attende le courrier qui devait quitter le service neuro pour remonter en haut, pour faire le tour, partir et revenir au centre antidouleur. Mais c'est véridique. Et donc, du coup, on rejoint la lourdeur. Il n'y avait pas de fax à l'époque, Anaïs. Et donc, il y a cette prise en charge pluridisciplinaire et donc ces professionnels et ces spécialistes qu'on retrouve à l'hôpital avec effectivement tout le matériel, l'imagerie, les examens qu'on peut faire sur place. Et puis, il y a la prise en charge en urgence. Et donc, on sait combien les urgences aussi sont encombrées. Quid aussi du tri préalable, de la bobologie. Et ça aussi, c'est compliqué. Et on rajoute encore une fois ma petite carte polyhandicap où on n'a pas du tout de prise en charge spécifique alors que ça nécessite réellement une prise en charge spécifique. Et après, il y a le versant professionnel. Alors je rejoins notre amie infirmier. J'ai 2 sœurs infirmières et
plus aucune d'elles n'exerce en tant qu'infirmière. Donc, c'est une réalité. Les personnes volontaires qui ont envie et pour lesquelles c'était une véritable vocation d'aider, de soigner, ne s'y retrouvent plus à cause de tout ce que vous avez déjà dit. Et c'est triste parce qu'après, effectivement, on est face soit à des personnes qui sont là parce qu'ils ont vu la lumière, même si c'est compliqué, ou des personnes qui sont débordées. Et là, c'est là qu'entre ce côté humain. L'humanité, la prise en charge, la dignité, et on peut comprendre que eux soient épuisés en burn-out, mais il faut aussi ne pas oublier que nous, patients, usagers, on arrive avec notre douleur, notre souffrance et le stress. Quand vous emmenez votre enfant à l'hôpital, en urgence, sur la recherche de diagnostic qui peut prendre des mois, des années, avec une remise en cause maternelle, avec des examens médicaux lourds et compliqués, encore une fois, même si on y va avec toute la bonne volonté et le respect qui est dû aux professionnels de santé, on peut entendre que quelquefois, ça ne justifie pas, mais que quelquefois, on soit fatigué, exaspéré, parce que la peur prend le dessus sur la raison. Quand on arrive, qu'on voit notre enfant en souffrance et que ça prend du temps. Un passage aux urgences, c'est minimum 6 heures. Un rendez-vous avec un professionnel, c'est au bas mot 6 à 8 mois. Et en attendant. Je suis convaincu qu'un hôpital humain, c'est un hôpital où on reste le moins longtemps possible. Voilà. Donc, notre souci, c'est de développer des thérapeutiques qui sont ce qu'on appelle mini-invasives, avec des petites cicatrices, à côté de ce que j'ai appris quand j'étais interne, externe, interne, etc. C'était un grand chirurgien, grande cicatrice. Donc, au contraire, on a complètement changé la façon de penser et on arrive maintenant à faire des interventions extraordinaires, simplement avec des cicatrices qui font 1,5 cm, donc on en a avec 3-4 cicatrices. Et ça, c'est grâce à quelque chose qui est apparu il y a une vingtaine d'années, qui est le robot. Alors on dit robot, c'est pas un robot, c'est pas une machine, on appuie sur un bouton, il va faire une appendicectomie ou il va faire une opération de la vésicule, etc. Ça n'existe pas, ça. Hein. Le robot au sens chirurgical, c'est un télémanipulateur. C'est-à-dire que c'est quand même le chirurgien qui est assis, qui a des joysticks et dont les mouvements de ses doigts sont transmis à des instruments qui sont sur le patient et qui passent par des petites cicatrices. Voilà. Et ces mouvements-là donc, sont améliorés grâce à une interface informatique. Par exemple, le tremblement physiologique qu'on a tous, tant que votre cœur bat, vous avez un tremblement physiologique. Donc ce tremblement, pour les athlètes par exemple, les tireurs d'élite, etc., ce tremblement c'est une catastrophe. Pour nous chirurgiens, ça peut aussi être embêtant. Donc l'interface informatique fait disparaître le tremblement. Elle permet une démultiplication du geste, c'est-à-dire que quand on fait un mouvement de 5 cm, à l'intérieur du ventre, ce sera un petit mouvement de 1 cm. Donc on fait quelque chose de très précis et ça nous permet donc de travailler de façon beaucoup plus efficace. C'est un peu le chirurgien augmenté. Voilà. Et donc ça, ce faisant, on ne fait plus des grosses cicatrices, il y a moins de douleurs en post-opératoire, on a moins de consommation dentalgique, donc on rentre plus rapidement à la maison, donc on peut reprendre ses activités professionnelles plus rapidement, et donc on est rentable pour la société, puisqu'on n'a plus d'indemnité journalière et on produit. Voilà. Donc la robotique, c'est ça, et ça s'applique dans de nombreuses spécialités, mais tout le monde n'y a pas accès. Alors, pour quelle raison ? Parce qu'en effet, on voit, j'imagine bien que c'est l'hôpital de demain, la chirurgie. C'est l'hôpital d'aujourd'hui qui déborde sur demain, pour effectivement. Que ce soit généralisé, voilà. Globalisé. Donc le problème principal, c'est un problème de coût. C'est une machine qui coûte extrêmement cher. Jusqu'à présent, il y avait un seul constructeur au monde, qui était une société américaine, et donc qui profitait de ce monopole. Donc là, maintenant, on voit apparaître des sociétés concurrentes. Donc on se dit peut-être que les prix d'achat vont diminuer. On nous impose une maintenance. La maintenance, c'est 10% du prix d'achat par an. Et puis des instruments qui ont une petite puce qui limitent leur utilisation. Donc, on peut l'utiliser 10 fois. Et au bout de la 10e fois, clac, ça ne fonctionne plus. Voilà. Et on est obligé de remettre... business et business. Et donc, cette société se porte très bien, effectivement, sur le plan boursier. Alors, vous disiez,
ça permet de faire des économies à la société. Si le patient qui a bénéficié d'une opération chirurgicale avec un robot, par exemple, va retourner au travail plus rapidement, va avoir moins de soins, etc. Tout à fait. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le développe pas davantage? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les moyens de financer Donc, ces mais robots vous avez- s'ils rapportent à la société? Le mot-clé, c'est ça. Il rapporte à la société. Il ne rapporte pas à l'hôpital. Lorsqu'on considère le coût du robot, tout est pris en charge par l'établissement hospitalier. Donc il paye l'achat et donc l'amortissement, il paye la maintenance, il paye les instruments. Mais les études montrent que si effectivement l'hospitalisation initiale où le patient est opéré, elle coûte plus cher, donc l'hôpital l'assume, mais le bénéfice, les portefeuilles sont différents. C'est ce qu'on appelle la non-fongibilité des budgets. Et notre directeur, l'argent que gagné par la société, il ne va pas dans son porte-monnaie. Et donc, quand on va le voir, il dit « Écoutez, moi je veux bien, mais voyez, regardez un peu combien vous nous avez coûté le mois dernier, c'est pas possible. » Et donc, selon vous, est-ce qu'il peut y avoir une solution politique? Il pourrait y avoir un remboursement spécifique pour la chirurgie robotique, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'hôpital touche même quantité d'argent quand la même intervention est faite au robot ou elle est faite avec une grosse balafre. Voilà. Et moi, j'ai commencé à opérer en robotique il y a 25 ans maintenant. 25 ans. 3-4 ans après, on était sûrs, nous, chirurgiens, que c'était vraiment une révolution. On a commencé à discuter au niveau des tutelles en disant, voilà, il faut absolument qu'on puisse avoir une prise en charge spécifique. Donc, 25 ans après, ça n'est toujours pas fait. La France est un peu en retard de ce côté-là en Europe. Voilà. Pourtant, vous avez été parmi l'un des premiers. On était le numéro 37 au monde. Il y a maintenant presque 10 000 robots qui ont été installés de par le monde. Donc on était pionniers. C'était une technologie qu'on découvrait. On ne savait pas à quoi ça allait servir. C'était vraiment une période très intéressante sur le plan pour un professionnel. Développer une nouvelle technologie dont on sait que ça va apporter ces avantages-là, c'est vraiment enthousiasmant. On consacre du temps. On y passe ses week-ends pour essayer de développer, de voir à quoi il va servir. Donc maintenant, quand on enseigne aux étudiants, on sait quoi leur enseigner. On leur dit, voilà, ça sert à ça, ça et ça. Voilà. Vous m'avez dit, tant qu'il n'y aura pas des textes législatifs qui imposent aux constructeurs de robots de mettre la main au portefeuille, on aura du mal. Écoutez, on a pu, grâce à notre expérience de pionnier, très rapidement créer un centre de formation à la chirurgie robotique, un centre universitaire. Mais on a besoin de matériel. On utilise beaucoup la simulation maintenant. Pour ça, on s'est inspiré de ce qui existe en aéronautique. En 2008, il y a les premiers simulateurs de robots qui sont apparus, et donc on a pu investir dans cette technologie, ce qui nous a permis de développer un enseignement qui a un peu donné un permis de conduire aux chirurgiens. Travailler au robot, c'est assez compliqué, assez délicat, et ça ne s'improvise pas. Comme la voiture, vous ne pouvez pas vous lancer à conduire une automobile si vous n'avez pas acquis les réflexes pour changer de vitesse, pour mettre le clignotant, pour savoir où est le klaxon, etc. Il faut un apprentissage à offrir aux chirurgiens. Et au reste de l'équipe, notamment l'infirmier de bloc opératoire a un rôle très important dans cette technologie. Actuellement, notre centre est le seul en France à fonctionner parce qu'on avait bénéficié de certains budgets. Un robot coûte 1,5 million d'euros. Donc dans un centre comme le nôtre, il faudrait 2 robots. Un simulateur, c'est 120 000, 130 000 euros. On en avait 5 jusqu'à présent qui arrivent en fin de course. Il faut les renouveler. La faculté n'a pas l'argent. Les chirurgiens qui ne sont pas formés, ils opèrent moins bien. On a des études qui ont montré que quand un chirurgien n'est pas formé, il va mettre 5-6 fois plus de temps à opérer. Donc, et vous allez rester sur la table d'opération pendant 7 heures au lieu de 2 heures. Donc d'où l'importance d'avoir une formation des praticiens qui soit de qualité. L'industriel a pour obligation de familiariser le médecin avec son matériel. Il n'a pas pour objectif de former des bons chirurgiens. Et donc, l'industriel, il faudrait qu'il nous fournisse des robots, qu'éventuellement il nous aide, parce que nos universités n'ont pas les moyens d'acheter tout ce matériel qui est nécessaire pour un enseignement de qualité. Donc il y a un enjeu financier. On espère que les coûts vont un petit peu se réduire. Il y a des robots chinois qui arrivent sur le marché. Donc mais ils sont, il faut le dire, ils sont un tiers moins chers par rapport aux robots qu'on connaît nous.
Et il y a un enjeu de formation des professionnels. Et l'enjeu pour l'hôpital de remboursement spécifique de la chirurgie robotique. Si notre directeur ne reçoit pas un tout petit peu de l'argent qui est économisé par la société, il ne pourra pas continuer à investir. On en revient là. Mais c'est surtout un bon exemple de cette troisième thématique, l'injustice de territoire, en disant qu'effectivement, selon le patient, il va pouvoir ou pas bénéficier d'une chirurgie. Selon le patient, selon le chirurgien, selon l'hôpital. Voilà, selon le territoire. Et on reprend aussi le député qui disait tout à l'heure que certaines familles qui sont loin de grands centres hospitaliers ont besoin aussi de se loger, la maison des parents. Et c'est là aussi qu'intervient le mot hôpital juste, où normalement tous les patients avec la même pathologie, avec les mêmes besoins, devraient recevoir le même niveau de soins et avoir accès au même niveau de santé partout sur le territoire. Ce qui n'est pas le cas. Donc il y a des robots dans le secteur libéral. Donc le secteur libéral, il est ce qu'il est, mais on en a besoin. Donc il y a énormément de patients qui sont traités dans le secteur libéral. Les chirurgiens sont obligés de payer une redevance à leur établissement pour pouvoir utiliser le robot sur un patient. Donc résultat, c'est répercuté sur les honoraires. Plus ou moins remboursé par la sécurité, par la mutuelle, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il devrait y avoir une cotation spécifique pour que la technologie soit remboursée à hauteur de son coût. On a 2 personnes qui souhaitent réagir dans le public. Anaïs. J'ai la chance d'effectuer un stage en chirurgie thoracique où on utilise énormément le robot et tous les patients ne bénéficient pas d'une opération robot assistée par manque de place, alors que énormément de patients pourraient y avoir accès et ça réduit énormément les douleurs en post-opératoire. Et c'est vrai que, comme l'a dit le professeur, c'est micro-invasif, donc ils se remettent beaucoup plus rapidement de leur opération. Donc j'ai la chance de voir ça assez souvent au stage et c'est vraiment pour moi l'hôpital de demain, les opérations robot assistées. Merci on n'est pas encore au micro-invasif, on dit mini-invasif parce que c'est... Mini-invasif. Mais c'est déjà pas mal. Elle voit loin. C'est la Gen Z, professeur, elle voit très loin. Micro-invasif. Elle a une belle carrière devant elle. Jérôme. On est dans une permanence parlementaire, donc on va parler un peu politique aussi, avec une vision à moyen ou long terme, comme on pouvait l'expliquer, avec... je pense que depuis 2017, on a connu 12 ministres de la Santé, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit peu difficile d'avoir des cohérences de politique et d'avoir une vision. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la ville. L'hôpital de demain sera un hôpital ouvert sur la ville complètement. Et on y arrive de par des volontés politiques. Là aussi, on peut pas l'enlever. Et voilà, il y a quand même des avancées. Je travaille sur une ville où on a un très bon centre hospitalier qui est la ville de Roubaix dans le Nord. On avait une direction aussi qui était très engagée et je le salue, Monsieur Morin, si par hasard il regarde l'émission. Et effectivement, on a de plus en plus de liens entre la ville et l'hôpital. Les professionnels de ville se sont rassemblés en ce qu'on appelle des communautés professionnelles territoriales de santé. Et effectivement, avec comme mission prioritaire l'accès à un médecin traitant. Parce que ça part de là aussi. Les problématiques de l'hôpital, elles viennent aussi de tout ce qu'on peut rencontrer en ville et des difficultés d'accès aux soins. Ceci étant dit, on a quand même de plus en plus de relations, on a de plus en plus de réflexions entre l'hôpital et la ville, mais entre l'hôpital aussi et les collectivités locales. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on réfléchit aussi avec les CCAS de ville pour des actions de prévention notamment. Et ça, c'est l'hôpital de demain aussi, je pense. C'est vraiment axé sur la prévention. Le problème, c'est que ça ne chiffre pas la prévention et on ne voit pas le gain qu'on peut avoir et on ne voit pas le gain que la société, comme le disait le docteur tout à l'heure, pourrait avoir. Demain, on aura de plus en plus de communication et il y a des moyens technologiques et on s'en sert aussi aujourd'hui. Avec tout ce qui est téléexpertise, ça c'est très bien. Je pense notamment à la téléexpertise en dermatologie. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, un rendez-vous en dermatologie, un rendez-vous physique, il faut s'accrocher. Et la téléexpertise est très, très efficace, de par les liens qu'il peut y avoir entre la ville et l'hôpital. Donc on y arrive petit à petit. Mais bon, voilà, les changements de paradigme, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec grand chirurgien, grande cicatrice à passer, ça met du temps. Et voilà, et c'est ce qu'on essaye de, fou comme moi, je pense,
dans chacune de nos positions, de faire avancer au quotidien. Effectivement, quand on parle de l'hôpital, et comme le disait tout à l'heure le député, il y a l'établissement, mais on a également l'hôpital à domicile. C'est la continuité des soins en dehors de l'établissement. On a eu affaire, nous, à une équipe formidable. Ina avait, par exemple, besoin d'une antibiothérapie, donc elle était perfait. Mais perfait à la maison, j'ai envie de dire que c'est quand même plus facile avec une équipe médicale quand même très présente, un médecin, des infirmiers coordinateurs, etc. Donc c'est aussi une solution alternative qui peut être mise en place quand c'est possible. Ça fait partie de la stratégie pour réduire la durée d'hospitalisation. Ouais. Donc, et il y a des infirmiers qui ont créé de petites sociétés qui assurent ces soins à domicile. Et ils nous rendent vraiment de très grands services. Et pour le coup, on est vraiment dans l'humain puisque c'est une équipe complètement à domicile qui est là pour prendre en charge l'enfant et pour rejoindre aussi Jérôme sur la prévention. Et là, je ressors ma casquette handicap parce qu'il faut savoir que le handicap n'exempte pas de cancer, par exemple, et que le dépistage des cancers chez les personnes handicapées, c'est quasiment inexistant parce que on sait que les personnes en situation de handicap ont une espérance de vie plus basse que la moyenne, non pas à cause de leur pathologie, mais à cause justement des maladies qui sont détectées beaucoup plus tard. Et quand elles sont prises en charge, c'est beaucoup plus compliqué, aller faire passer une mammographie. De diagnostic plus difficile, bien sûr. Et voilà. Et puis sur l'accessibilité, pour faire passer une mammographie à une personne en fauteuil roulant, voilà, ce sont des réalités. Les frottis chez les personnes en fauteuil roulant, ça implique que le cabinet soit prévu pour, qu'il puisse y avoir un transfert, que les médecins soient formés également. Et puis il faut une consultation plus longue. Et on rejoint les financements. Est-ce que la consultation plus longue pour une personne en situation de handicap sera remboursée sur une codification spécifique? Et c'est là qu'on parle d'hôpital aussi plus juste. Il y a quelque chose qui me dérange dans votre discours. Là. Ça veut dire que votre fille... Oui. Pour avoir une mammographie, elle ne peut pas avoir de mammographie ? Écoutez, pour le moment, c'est pas accessible, c'est beaucoup plus compliqué. Le matériel n'est pas à hauteur des fauteuils. Rien que pour avoir une radio, c'est compliqué. Mais oui. Tout est compliqué. Aujourd'hui, en service dentaire, pour une consultation dentaire basique, tout simplement, c'est-à-dire, on va dire, un brossage de dents par des professionnels, il a fallu qu'on soit trois, donc 2 professionnels plus moi, pour pouvoir regarder dans les dents de ma fille. Donc ça coûte du temps, de l'énergie et de l'humain. Ça fait quand même un peu peur ce que vous dites là. Écoutez, bienvenue dans le monde du polyhandicap. Parce que là, franchement, ça me fait hérisser les poils. En tout cas, je remercie Charlotte Emmanuel parce que ce genre d'émission permet de mettre en lumière. Je ne connaissais pas du tout cette problématique. Je n'en ai jamais entendu parler. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir pousser un peu plus loin. Oui, c'est quelque chose de franchement dérangeant, ce que vous venez de dire, franchement. Tout ce qui est accessibilité est compliqué. Encore une fois, pour autant, on a quand même la chance d'avoir une bonne prise en charge. On est dans une grande ville. Du coup, ça définit mon lieu d'habitation. Je ne peux pas concevoir de déménager loin de l'hôpital avec lequel j'ai créé une relation humaine. C'est-à-dire que ma fille a aujourd'hui 17 ans. J'ai mis 15 ans à créer une relation avec les professionnels et à me faire reconnaître en tant qu'aidante essentielle. Et j'ai coutume de dire que je connais ma fille comme si je l'avais faite. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui une bonne prise en charge. Heureusement que l'hôpital public est là quand même. Mais encore une fois, peut-être que, comme disait Jérôme, comme on n'est pas impliqué dans la mise en place des politiques de santé publique, j'ai encore espoir de me dire que c'est parce qu'ils ne connaissent pas nos besoins que ce n'est pas mis en place, mais que grâce à ce genre d'émission, nous allons faire remonter nos besoins. Moi, mon grand rêve, c'est que tout le monde puisse se faire soigner correctement, qu'il n'ait pas, on va dire, un hôpital à 2 vitesses. Ça me fait peur. L'avenir sur ça me fait peur. Moi, je suis présidente d'une association d'aide humanitaire et j'en rencontre des personnes en grande difficulté qui bien souvent ne vont pas à l'hôpital se faire soigner. Et les plus faibles sont encore plus fragilisés. C'est pour ça que nous sommes toujours dehors. C'est pour ça que nous sommes toujours sur le combat. Parce qu'on se dit il y a une injustice sociale, sociétale, politique et qui touche la santé. Moi, je trouve, mais vraiment, au XXIe siècle, de devoir parler de choses comme vous venez de dire là, mais ça prend le cœur finalement. Moi j'ai une petite nièce qui était infirmière, elle a cessé aussi son métier, elle a fait un burn-out. Vous voyez tout ça, voilà. Nous on parle d'humain,
Donc on parle avec nos sentiments, avec tout notre vécu, comme vous. Hein, moi aussi, je me suis occupée de personnes malades, mourantes. Donc tout ça, c'est de l'humain. Et quand on entend tout ce qui gravite autour, il y a quelque chose de dérangeant. On devrait maintenant, au XXIe siècle, penser plus sur l'humain. Vous voyez, toutes ces guerres, c'est pareil, tout ça. Tout cet ensemble-là, nous qui sommes sur le terrain, sincèrement, on est courageux de continuer, mais des fois on baisse les bras parce qu'on dit c'est pas possible, on nous entend pas. On nous entend pas. Alors je croise les doigts qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour votre enfant et puis d'autres enfants handicapés. Voilà. Oui. Je vais rebondir un peu sur quelque chose que je crois que c'est Jérôme qui a dit ça à propos des circuits de responsabilité, les circuits décisionnels en fait. Puisque nos hôpitaux sont dirigés par des personnes administratives. Nous, médecins, nous lisons des revues spécialisées, nous allons à des congrès, nous publions, nous avons des forums de discussion avec d'autres collègues. C'est nous qui savons quand une technologie apparaît, qui est prometteuse et qui va être intéressante à développer dans son établissement. Mais là, ce n'est pas le médecin qui va décider à ce moment-là. J'aurais 10 exemples à vous citer dans le traitement du calcul, par exemple. Vous savez on peut faire des calculs dans les reins. On a développé des systèmes endoscopiques tout petits, tout fins, avec des lasers hyper efficaces qui permettent d'aller faire exploser nos cailloux. Ces machines-là, donc ça fait 15 ans qu'on sait que ça existe, qu'il faut aller dans ce sens-là. Et il y a une lourdeur administrative pour que dans un CHU, qui est théoriquement un établissement qui fait de l'innovation, il y a une lourdeur phénoménale qui ne nous permet pas d'aller développer ces technologies. Il y a beaucoup d'autres pays où la direction de l'hôpital est au moins partagée entre un médecin élu et un administratif. Donc remettre pour l'hôpital de demain, remettre le médecin au cœur des décisions de l'hôpital. De tout ce qui est investissement, donc de tout ce qui est nouvelle technologie. Ce sont les infirmiers, les aides-soignants qui sont au contact des patients, alors que dans son bureau, notre directeur, quelle que soit sa qualité, il n'a pas ce contact. Il ne sait pas le petit truc qui est nécessaire pour rendre l'hôpital plus humain. Les médecins, les enseignants d'université, les professeurs, quel rapport de force, quel levier vous avez pour pouvoir réintégrer le pouvoir décisionnel dans les directions d'hôpitaux ? Nous, on n'a pas. On a actuellement une fuite des professeurs des hôpitaux français. Donc, un certain nombre de jeunes collègues qui ont fait tout un cursus pour être professeurs, parce qu'il y a vraiment des années de travail pour y arriver, pour finalement être dans un établissement où on ne peut plus faire de l'innovation comme on souhaite le faire, parce que le centre hospitalier universitaire, c'est ça, c'est l'innovation. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à être dans un hôpital universitaire. Et donc, il y a un certain nombre de jeunes collègues qui finalement renoncent, parce que justement, on n'a pas ces moyens d'action, ces leviers qui nous permettraient de rétablir les motifs essentiels pour lesquels on fait ce métier. Donc, nous allons avoir un manque de médecins en France. De professeurs, très certainement. De professeurs, oui, grande chance. Jérôme souhaite réagir. Effectivement, je pense que si on est là tous ce soir, c'est malgré tout que nos métiers nous passionnent. Voilà, parce qu'on garde des beaux métiers qui sont des métiers de vocation et qui méritent qu'on y jette un œil très attentionné, que nos politiques, effectivement, y jettent un œil très attentionné aujourd'hui. On est... investissez-nous effectivement sur les décisions, et également on peut pas ne pas en parler financièrement parlant. Voilà. Par rapport aux pays de l'OCDE, les infirmiers sont en 25e position sur 27 pays en termes de salaire infirmier. Les infirmiers français. Ouais. Comment voulez-vous susciter des vocations et des patients et fidéliser et conserver les talents et... L'innovation, c'est quelque chose d'important aussi pour cette fidélisation. En attendant. Allez-y, oui, professeur. Je vois, le robot m'a permis de faire des présentations au Congrès national à nos infirmières à plusieurs reprises.
Donc elles ont travaillé sur le sujet, et donc vraiment ça les a passionnées. Faire un exposé devant 300 personnes, c'est du stress, mais ça reste un excellent souvenir. Donc là où c'est le rôle de l'innovation pour fidéliser les paramédicaux, ou à faire les médecins, c'est fondamental, au moins dans un CHU. Bien, merci beaucoup, professeur. Je vous propose qu'on conclue tous ensemble cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu aborder vraiment la question financière, avoir l'angle de vue peut-être de personnes qui dirigent des hôpitaux. La question du budget et de l'argent est quand même au cœur des problématiques qu'on peut rencontrer et des enjeux qui sont posés pour l'avenir de l'hôpital public. Si les lignes comptables sont au cœur de ces problématiques, gardons en tête, comme on s'est tous dit ce soir, que pour demain, il se joue une chose essentielle avec l'hôpital public, c'est notre humanité. On parle avant tout de vie humaine, celle qui soigne, celle qui accompagne, celle qui traverse l'hôpital parfois dans des moments décisifs. Des soignants qui s'engagent, des patients qui espèrent, des familles qui s'inquiètent. Bref, derrière chaque chiffre, n'oublions pas qu'il y a un visage. J'ai envie d'interpeller aussi directement les spectateurs pour leur demander, selon vous, en fait, qu'est-ce qui doit guider notre réflexion collective. Laissez-nous vos commentaires. En attendant, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toutes et tous pour votre participation ce soir. Très riche. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Merci aussi à Stéphane Ablot qui a rendu cette émission possible. C'est grâce aux moyens de l'Assemblée nationale qu'on peut avoir ce studio et qu'on peut donc faire circuler la parole. Je vous dis à la prochaine pour une autre émission de démocratie participative. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Tu aimes notre démarche? Fais-le nous savoir avec un like, un partage et un commentaire. Aide-nous à évoluer et soutiens l'émission.